Bon, Joe, tu veux nous faire un petit résumé de ce qu'on s'est dit la dernière fois? Avec plaisir. Donc, j'ai envoyé pour quelques-uns de mes contacts, en fait, mais par écrit. Ce qu'on avait fait la première fois, c'est de donner chacun d'entre nous, en fait, je veux dire, associer le médecin, notre point de vue sur la situation et la crise. Et notamment, ce qu'on peut retenir, c'est qu'on aura sûrement deux phases, ou peut-être même trois. Il y a une phase de ralentissement de l'économie qui est voulue pour diminuer le pic de malades, pour adapter le nombre de malades au système de santé existant. Donc, on aurait pu augmenter les capacités du système de santé, mais finalement, le choix a été fait dans ce sens-là et on l'assume. Donc, le ralentissement de l'économie qui va être coûteux, il va coûter différemment d'une entreprise à l'autre. Tout le monde va être sans doute impacté, plus ou moins. Et en gros, la règle du jeu, c'est la survie. Et dans la survie, essentiellement, c'est garder le cash. C'est les entreprises qui vont garder leurs moyens financiers et le cash le plus longtemps possible et un peu plus que les autres qui vont s'en sortir mieux que d'autres. Après cette phase de ralentissement qui va durer, on ne sait pas combien, mais ça peut être un mois, 2 mois, 3 mois, ou pour certains, on commencera la reprise qu'en septembre. Il y aura une phase de reprise. La reprise, ça ne veut pas dire qu'on revient à l'état qu'on était avant, mais ça commence à remonter. Donc, il y a un redémarrage. Et entre le redémarrage et le retour à la normale ou la situation d'avant, ça peut durer, comme après la crise de 2008, ça peut durer éventuellement plusieurs années. On ne sait pas, on ne va pas parier là-dessus. Et ce qu'on sait aussi, c'est que dans ces moments de crise, pour tous les entrepreneurs, il y a beaucoup de problèmes à gérer dans l'immédiat, mais ça peut aussi engendrer ou créer beaucoup d'opportunités. Et l'agilité des entrepreneurs et leur résilience a montré que c'était des moments assez pour prendre de l'avance, pour montrer un peu comment dire, leur capacité à faire mieux que les entreprises qui sont beaucoup plus grosses, qui auraient peut-être plus de moyens, mais qui ont moins d'engagement, qui ont beaucoup plus de lourdeur bureaucratique pour pouvoir bouger. Donc, nos recommandations, en fait, on avait réparti ça en plusieurs catégories. La première, c'est s'assurer que l'entreprise fonctionne, donc restructurer le travail, s'occuper en premier des salariés, décider stratégiquement qui doit continuer à travailler, qui s'arrête de travailler pour le business d'abord, éventuellement maintenant avec les aides administratives qui on va mettre au chômage partiel. Donc est-ce que c'est tout le monde? Est-ce que c'est du temps partiel? C'est du temps plein? Donc d'abord en fonction des besoins du business et aussi des besoins des personnes. Forcément communiquer avec eux pour les rassurer et qu'on aura une série d'outils et d'inputs en fait sur comment gérer cet isolement pour que ça ne devienne pas une solitude, puisque l'isolement est physique, la solitude est morale, donc il y a plein de choses éventuellement envisagées à faire pour apporter ce soutien. Le deuxième, c'est réduire la voilure, donc autant que possible diminuer l'impact immédiat pour passer cette crise. Donc, tout ce qui va faire qu'on va garder le cash, donc rentrer le maximum de cash possible et dépenser le moins. Une des règles qu'on s'est suggéré d'appliquer, c'est de se considérer comme un maillon d'une chaîne et finalement prendre une décision en fonction de chacun. En gros, payer ceux qui en ont le plus besoin, donc les plus faibles que nous, et ceux qui n'en ont pas besoin, éventuellement différer tous les paiements, bien sûr les informer, garder de bonnes relations s'il le faut, si c'est des fournisseurs par exemple. Le troisième point, c'était priorité aux clients et aux clients existants. C'est beaucoup plus difficile en fait d'aller conquérir de nouveaux clients que de fidéliser les clients qu'on a déjà. Donc toujours renforcer le lien et la communication avec eux parce que ça va renforcer le relationnel avec les clients, même si on ne fait pas de business. Essayer de comprendre leurs besoins parce que ça peut créer des opportunités immédiates ou éventuellement nouer à long terme. Puis la prochaine phase, on en parlera peut-être plus en détail la prochaine fois, c'est à partir de la reprise. On pense que toutes les supply chains d'une façon ou d'une autre et les écosystèmes vont être ébranlés d'une façon ou d'une autre, vont se transformer. Et c'est ceux ou celles qui vont bien comprendre ces transformations, les anticiper et trouver un moyen de reprendre plus vite que d'autres. Donc, garder déjà l'accès à ces talents, les personnes, les gens autour de nous, en fait, et dans l'écosystème, nouer des liens stratégiques.
et reconstruire sa supply chain qui va sans doute devoir être, comment dirais, générée d'une façon ou d'une autre et le plus vite possible pour démarrer au plus tôt. Voilà. Donc, on était resté sur une petite discussion qu'on aurait voulu vous ouvrir aujourd'hui. C'est chacun d'entre vous a ses questionnements, ses préoccupations. On a eu beaucoup d'annonces officielles sur les aides qui vont être disponibles aux entreprises et aux entrepreneurs en particulier. Il y a plein de choses qui sont relativement simples et sûres, sans ambiguïté, d'autres qui posent plein de questions. Comment on va le faire? Est-ce que j'ai droit à ci ou ça? Et l'idée ce matin, pour commencer, c'est d'ouvrir avec vous en fait une discussion sur les échanges sur essentiellement quels sont vos besoins. Et on n'attend pas de vous apporter à chacun une réponse spécifique ou personnalisée, mais ce qu'on va essayer de faire, c'est de compiler autant que possible les questions et les besoins. On va essayer de répertorier ça. On va essayer de commencer par un échange de bonnes pratiques des uns et des autres. Ce qu'on va vous demander de faire éventuellement pour ceux qui ont des références ou des infos, notamment sur ce que BPI met en place, ce que le gouvernement. Pour certains, j'ai écrit à mon banquier, voilà ce qu'il m'a répondu, etc. Essentiellement, échanger des documents ou on va dire des évidences plutôt que juste des opinions, parce que sinon, ça peut aller dans tous les sens. Et nous, de notre côté, on va essayer de vous aider à faire le tri entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai, de mettre en place sur une petite plateforme les documents de référence ou éventuellement des formulaires ou des lettres types, des choses comme ça. On a dans notre écosystème quelques experts, certains sont sur cet appel-là, entre des juristes, des gens qui connaissent bien la finance ou certaines formalités, notamment pour faciliter les emprunts, les garanties des pays, etc. Et je les remercie en fait tous d'être là. Certains ne sont pas sur cet appel, mais ont déjà exprimé leur volonté de partager et d'aider autant que possible. On a même évoqué la dernière fois la possibilité d'avoir des consultations groupées pour ceux qui ont exactement les mêmes problématiques, on puisse faire appel à des experts et répondre à leurs demandes, mais que ça coûte moins à chacun. Et voilà, donc pour ceux qui sont là, ils ne répondront pas directement à vos questions non plus, parce que ce n'est pas prévu de faire des consultations one-on-one sur cette conférence. Mais ils sont là pour aider à apporter chacun autant que possible son expertise. Donc, pour vous résumer le principe et pour vous résumer comment on voit la chose, dans un premier temps, ce qu'on va vous proposer, c'est de mettre vos questionnements sur le chat pour qu'on vérifie que tout ce qu'on a prévu de notre côté est bien couvert et qu'on identifie les choses qu'on n'a pas vues de notre côté. Ça, c'est un premier temps. Le deuxième temps, c'est qu'on va du coup aborder thème par thème et on va vous demander de faire remonter tout ce que vous avez comme document, comme lien, comme nom et comme contact pour que tout le monde puisse en profiter. Dans un troisième temps, on va essayer de répondre aux questions les plus évidentes, c'est-à-dire celles sur lesquelles on a déjà de notre côté une réponse. Et on va vous demander de répondre si on n'a pas. Ça nous permettra tous ensemble de trier ce qui est à peu près du domaine du clair et du raisonnablement acceptable et ce qui doit être interrogé, qui doit être comment dire, questionné auprès d'experts. Et on vous demandera 1 ou 2 jours pour aller chercher l'information auprès des experts. Et à ce moment-là, ce qu'on vous proposera probablement, c'est de recommencer des réunions comme celle-là, mais thème par thème, pour que vous soyez uniquement sur les réunions qui vous concernent le plus directement. Et à ce moment-là, on cherchera à mettre en avant les quelques experts qu'on a trouvés qui peuvent donner une réponse un peu plus précise quand on n'a pas nous-mêmes. Voilà l'idée. Donc, si vous n'avez pas fait, merci de commencer à mettre les questions maintenant sur le groupe Zoom.
Alors, l'enregistrement de la dernière fois, hein, il est en cours de process. C'est-à-dire que c'est Zoom qui est en train de le processer. On espère qu'il va réussir. Pour l'instant, on ne l'a pas. Maintenant, Joe a travaillé sur une petite synthèse. Donc, je pense qu'on va s'efforcer de vous la communiquer au plus vite. Juste une petite indication. Vous avez vu dans l'invitation qu'il y a un lien sur un répertoire partagé Google Docs sur lequel nous avons commencé à rassembler un certain nombre de documents pour éclairer les points de vue d'un certain nombre d'acteurs et en particulier un certain nombre de documents du MEDEF et d'autres. Et donc, il y a déjà une dizaine de documents et on va être amené à rajouter les différents documents dans ce répertoire. Et donc, vous avez le lien d'accès à ce répertoire qui figure dans l'invitation. Super. Beaucoup de questions. Alors, donc là, ce qu'il faut qu'on fasse de notre côté, c'est voir qu'est-ce qui, dans ces questions, ne faisait pas partie des thématiques qu'on avait envisagées. A priori, pour l'instant, je ne vois pas grand-chose qu'il ne soit pas. C'est beaucoup de questions sur le chômage partiel. Il y a des questions, effectivement, sur les salariés qui ne veulent pas venir. Pas mal de questions sur la BPI, sur les aides BPI. Ouais, donc ça fait partie de la problématique dispositif d'obtention de financement. Des questions sur la TVA. Oui, et il y a une réponse aussi sur la TVA. Ouais. Des questions sur les banques qui ne répondent plus. Une question aussi qui est revenue fréquemment, c'est pour les dirigeants qui sont au régime TNS, donc non salariés. Qu'est-ce qui est prévu pour eux? À quoi ils ont droit? Ok, donc on va commencer donc par le premier thème. Tristan, est-ce que tu veux le prendre en compte? Donc la question des formalités. Est-ce qu'on a des questions qui s'y rapportent directement? Je vois des questions. Je pense on va bien sûr mettre dedans les questions qui traitent des reports d'impôts et de charges. Okay. Alors, sur la question de la TVA, il y a bien entendu toujours ce décalage entre ce que dit le président, c'est-à-dire, j'ai bien écouté ses mots, c'était tout ce qui était impôts et charges. Et puis, ça n'a pas traîné, c'est-à-dire, dès ce matin, Darmanin, qui est le représentant de Bercy, a dit, bien entendu, la TVA ne rentre pas dedans, puisqu'il faut bien que la machine continue à tourner. Donc, eux, ils ont besoin de chiffre d'affaires, je vous rassure. Alors,
Est-ce que c'est enfin, pour moi, je vois ça la résistance de la machine de Bercy? Est-ce que la présidence de la République va leur taper sur les doigts pour leur dire non, non, vous n'avez pas compris? Mais leur logique est de dire qu'en fait, c'est pas c'est de l'impôt que nous avons collecté en tant qu'entrepreneurs et que nous donnons à l'État, mais c'est pas notre argent à nous. La Oui, TVA, on l'a récupérée auprès des clients et c'est à partir du moment où on la récupère auprès des clients, c'est pour le compte de l'État et donc on doit le restituer. Le problème que je vois avec oui, ça, là, je voudrais faire, Jean-Christophe, un parallèle avec les CCSF. Je ne sais pas si vous connaissez que quand une entreprise est en difficulté, elle a le droit, à partir du moment où elle a des dettes à la fois fiscales et sociales, à faire appel au comité des chefs de services financiers. Et donc, en gros, un étalement de ces charges fiscales et sociales est autorisé jusqu'à de 24 à 36 mois. Et généralement, à l'issue de cette période, mais même si ce n'est pas systématique, il y a une remise des pénalités de retard dues à l'absence de versement de la TVA en temps et en heure. Donc, si on prend en compte cette pratique existante, comme le disait Patrick la dernière fois, on est en zone grise sur la TVA, mais on peut raisonnablement penser que si on ne verse pas la TVA et qu'on aboutit derrière à un étalement, eh bien qu'il y aura une remise des pénalités de retard sur le versement de la TVA par similitude avec les démarches CCSF. Maintenant, rien n'est certain, rien n'est écrit, et bien entendu, l'administration n'évoque pas cette possibilité. et je vais ajouter donc un deuxième problème que je vois à ça, c'est que si on suit cette logique-là, la même chose vaut pour les charges, la part salariale des charges patronales, pas des charges sociales. C'est-à-dire de l'argent que vous avez officiellement collecté sur les salaires de vos collaborateurs et donc que vous devez rendre aux URSSAF puisque vous n'avez fait que le collecter pour le compte de l'URSSAF sur le salaire des collaborateurs. En général, vous, les charges sociales, c'est juste ce qu'il faut payer en plus du salaire. Et donc, dans l'esprit un peu tortueux des URSSAF et du Trésor, en fait, à chaque fois que vous avez envoyé de l'argent à vos salariés, vous êtes allé leur prélever les 15% et vous l'avez bien sûr mis dans une caisse à part puisque ce n'est pas votre argent et que ça va dans les impôts, enfin dans les charges sociales, dans les URSSAF. Donc, cette histoire de TVA et de charges sociales patronales n'est pas nulle, surtout sur ceux d'entre vous qui emploient des gens qui ont des salaires peu élevés, parce qu'avec les différentes remises qui ont été mises en place avec le temps, la part salariale peut faire une part très conséquente. Moi, j'aurais tendance à dire, j'ai entendu ce qu'a dit le président et le discours du président est supérieur au discours d'un ministre. Et en particulier d'un ministre des Affaires publiques qui est là pour faire rentrer les sous et qui va toujours plaider en fonction de son administration. Oui, Joe. Moi, je propose à ceux qui le souhaitent de noter ces 2 points parce que en fait, tous les différés de taxes, impôts et charges et d'avoir, pour ceux qui le souhaitent, un avis officiel légal là-dessus et éventuellement la démarche à faire, c'est-à-dire je fais, je ne fais pas, est-ce que j'accompagne d'un courrier et lequel. Donc, pour ceux qui le souhaitent, en tout cas pour mes contacts à moi, vous m'envoyez un mail sur le sujet de formalités administratives et notamment sur tout ce qui est report de charges, TVA, URSSAF, etc. Oui, je vais ajouter un dernier point. Il faut être conscient que ça arrive à l'État de poursuivre à titre personnel les gérants quand il y a un gros trou de TVA. Parce que, encore une fois, vous êtes supposé, en tant que gérant, agir en tant que percepteur. Et donc, de la même façon qu'officiellement, les trésoriers, enfin, ce qui était avant les trésoriers payeurs généraux, étaient certes les hauts fonctionnaires les mieux payés de l'État, mais c'était aussi des gens qui étaient supposés être responsables sur leurs biens propres de l'argent qui aurait pu manquer.
ils appliquent le même principe aux entrepreneurs. Alors, je ne sais pas dire si c'est employé souvent ou pas, mais je sais que ils se gardent cette possibilité théorique. Et évidemment, aujourd'hui, ils ne le feraient pas dans le contexte, mais à 1 an de ça ou 2 ans de ça, je ne sais pas s'ils regarderaient la chose de la même façon. Et probablement, au final, ils ne gagneraient pas parce qu'on dirait que les circonstances étaient exceptionnelles, mais ça peut vous emmerder. Donc, ça fait partie de ce qu'il faut avoir dans la balance quand on va prendre la décision. Et évidemment, je ne suis pas capable, et je crois que personne ne l'est, de vous donner une décision claire et ferme sur ce qu'il faut faire dans la matière. Ce que je peux juste ajouter, c'est que c'est des niveaux de risque supplémentaires. Ne pas payer la TVA et ne pas payer la part salariale des charges patronales, c'est un risque supplémentaire par rapport à ne pas payer ses impôts et charges et ne pas payer la part patronale. D'accord? Donc, à vous de juger en fonction des montants, en fonction de votre traitement, en fonction de votre appétence au risque. Nous, ce qu'on peut juste vous dire, c'est que voilà, il y a une nature très différente entre ce qui a été clairement exprimé, c'est-à-dire on ne paye pas les impôts et les charges pour le mois de mars, sous-entendu, et on reverra peut-être pour le suite, mais au moins au mois de mars, on ne paye pas. Ça a été annoncé et c'est écrit. TVA part salariale, ce n'est pas écrit. Donc, voilà. Oui, juste un petit point, c'est qu'il y a une gradation entre part salariale et TVA. L'État est beaucoup plus sensible à la part salariale qu'à la TVA. Dans la procédure CCSF, on n'y a accès que si on a payé la part salariale alors qu'elle inclut la TVA. Donc, entre les deux, si vous hésitez, mieux vaut payer la part salariale et ne pas payer la TVA que l'inverse. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez, Aurélien ici, parce que je me permets juste d'intervenir, parce que j'ai eu mon avocat au téléphone ce matin pour des questions qui est liées à la TVA, mais rien à voir avec ça. Juste un point important qui m'a été confirmé et qui sera lié à ça, c'est que ne pas payer la TVA en tant que gérant, ça peut vous conduire à des poursuites pénales personnelles au-delà de la société. Donc attention à ça. Oui, Parce qu'il y a une différence entre le fait de le décaler un petit peu et le fait de jouer avec ça comme si c'était votre trésor et dire j'ai payé d'autres factures avec ça, ça peut être considéré comme de la faillite frauduleuse, même en cas de liquidation de votre société. Vous pouvez être, non seulement la société peut se retrouver en difficulté financière, mais ça peut ne pas empêcher que vous soyez poursuivi, vous, pénalement en tant que gérant. Donc voilà, pour tout le monde, tout le monde va essayer effectivement de rester dans la zone grise, de repousser un peu, mais faites attention, ne traitez pas ça comme de la trésor. Il a bien été clair avec moi ce matin sur ce point-là, et c'est un des premiers points qui est regardé même en cas de liquidation. Aurélien, on est bien d'accord là-dessus. Aurélien, on est bien d'accord là-dessus, sachant qu'on a suivi tout un tas de procédures collectives, en tout cas en région parisienne, et il est clair qu'on ne va chercher la responsabilité du gérant que lorsque le total des créances est supérieur à un certain montant, qui lors de ces dernières années était l'ordre de 500 000 à 1 million d'euros. Juste pour relativiser ce que tu dis. Patrick n'a pas l'air d'accord. Avançons. Maintenant, sachez que vous êtes dans la zone grise, sachez qu'on ne vous recommande rien du tout dans cette zone grise, à part d'être prudent. Voilà, désolé, on n'a pas de réponse définitive. C'est tout à fait vrai qu'il y a des poursuites qui sont prévues et possibles. C'est vrai aussi qu'elles ne sont pas systématiquement mises en place. Aujourd'hui, on ne sait pas comment ça va tourner. Ce que je vous recommande, moi, de faire, c'est de ne pas régler, mais d'avoir en tête que ça va faire partie des choses que vous devriez payer à un moment ou à un autre, en premier parmi les autres dettes. C'est comme ça. Stanislas? Ouais, juste en un mot, moi pour avoir connu quand même une belle liquidation judiciaire, je pense que se faire accompagner très en amont par un mandataire dans le cadre d'une procédure amiable, où ça peut être assez intéressant aussi. Et ce que je veux dire, c'est que le mandataire peut aussi le voir sous cet angle-là, et en particulier dans l'idée de vous protéger personnellement, quoi. Et de ne pas hésiter à le faire. Bien sûr. Merci. Ok, alors, continuons, Tristan. Donc, on était sur les formalités administratives. On a traité la question
des TVA reportables. Alors, il y a beaucoup de questions qui concernent le chômage partiel, l'étendue du chômage partiel, ce que touche réellement le salarié ou pas. Est-ce que certains d'entre vous ont des informations précises sur cet aspect-là? Moi, j'ai eu un retour hier d'un cabinet d'expertise comptable qui s'était renseigné là-dessus et il semblerait que les salariés touchent 84% de leur salaire net dans le cadre de ce chômage partiel. Donc, je partage ce chiffre avec vous et l'analyse qui a été faite par ce cabinet comptable sera également partagée dans les documents. Bonjour, oui, je confirme ce qui est dit, à savoir que le salarié, en fait, c'est 70% du salaire brut au prorata, bien sûr, du taux d'activité partielle, ce qui fait que pour le salarié, eu égard au fait que les cotisations sociales deviennent plus faibles, il y a juste, je crois, un taux de CSG qui est de l'ordre de 7 points. Le salarié touche en net 84% de son précédent salaire horaire. Et une question sur laquelle je n'ai pas encore une réponse complètement officielle, c'est le plafond. Il semblerait que le plafond soit étendu à 4,5 fois le SMIC. Le SMIC. C'est Oui, confirmé. on a eu la confirmation de ce chiffre-là. Parfait. Alors, il y a une question sur le chômage partiel, elle est plus liée au management. C'est est-ce que je mets tout le monde au chômage partiel? Est-ce que je mets qu'une partie des gens? Si c'est service par service, est-ce que j'étale sur toutes les personnes? Est-ce que quelqu'un a une information? Par exemple, si on a un service de livraison, pour prendre un exemple, et que dans ce service de livraison, il y a évidemment moins de business, donc il y a moins de livraison, mais j'ai, on va dire, 10 livreurs. Est-ce que je dois partager équitablement entre mes 10 salariés l'impact de la baisse de travail? Si c'est zéro, c'est facile, hein, ils sont tous au chômage partiel total, si vous me permettez ce jeu de mots. Mais si par exemple je suis à 30% de mon niveau, est-ce que j'en garde 3 sur 10 que je fais travailler à plein temps? Et si oui, lesquels? Est-ce que ce sont les critères d'ordre qui s'appliquent, par exemple, comme pour les licenciements? Ou bien, est-ce que je fais baisser le temps de travail à 30% pour l'ensemble? Est-ce que j'ai le droit de panacher? Quelles sont les règles qui s'appliquent sur ces questions-là? Est-ce que quelqu'un a de l'info là-dessus? Patrick, d'après ce que j'ai compris, c'est quelque chose qui peut être personnalisé. Et nous, on a individualisé ça en fonction de planning que les gens déclarent et en fonction de time report de mensuel. Mais ça reste à confirmer. S'il y a d'autres infos. J'ai pas ces infos-là, moi. J'ai un partage de pratiques qui a été fait, mais pas de règles officielles. Mon comptable me dit qu'il ne faut justement pas de règles individuelles. Oui, je suis d'accord avec ça. Strict, en gros, justement, qu'on ne puisse pas dire au final, avec la règle, bah, ça arrive à nommer Pierre, Paul ou Jacques. Après, la règle, ça peut être un service, effectivement. Le plus simple, hein, le plus carré, c'est j'ai un service, ils ont 30% d'activité, donc en fait, je mets tout le monde à 30% d'activité. Sauf si, par exemple, je peux prouver que géographiquement, par exemple, le Grand Est, il ne se passe plus rien et que mes livreurs dans le Grand Est ne peuvent rien faire. Et dans ce cas-là, eux, effectivement, ils sont impactés différemment. Mais c'est une addition à la règle, ce n'est pas une règle individuelle dans ce cas-là. Il y a une autre règle aussi qui peut être utilisée, c'est la règle par projet. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit, effectivement, de faire des choses nominatives. Mais soit vous dites un service, il est à 30% ou 40%, ou alors il y a un projet qui est arrêté. Si un projet est arrêté et que ça concerne 2 personnes dans l'équipe, ces personnes peuvent être mises en chômage. Donc moi, je raisonne beaucoup par projet. Moi, j'ai vu une question aussi là, sur les mandataires sociaux. Moi, ma compréhension, c'est qu'on est des enfoirés de patrons et donc ça ne s'applique pas à nous. Mais il y a peut-être d'autres choses. Hein. En tout cas, le chômage partiel ne s'applique pas à nous.
Il s'applique aux salariés, comme le chômage classique. Hein. On n'a pas cotisé, donc voilà. Point intéressant. En fait, de ce qui a déjà été fait en matière de règles sur le chômage partiel. Déjà, dans l'immédiat, il y a tous les parents qui ont des enfants moins de 16 ans qui, eux, peuvent être en arrêt de travail tout simple. Et pour certains, c'est plus simple de mettre d'abord ces gens-là qui peuvent profiter de quelque chose et que d'autres continuent à travailler parce qu'ils ont les moyens de le faire. Le deuxième niveau, je ne sais pas combien c'est légal ou pas, c'est de faire ça sur la base du volontariat salarié qui ont besoin de se déplacer et qui ne peuvent pas faire du télétravail. Donc, il y a des entreprises qui ont laissé le choix aux salariés. Est-ce que vous voulez venir travailler ou pas en priorité? Et forcément, si ça se règle comme ça, c'est plus simple pour tout le monde. Si on a besoin de faire venir des gens qui n'avaient pas envie, du coup, on a besoin d'un service minimum. Là, on a besoin peut-être de trouver d'autres règles. Ou si, à l'inverse, massivement, pardon, tout le monde veut se mettre au chômage, mais que ce n'est pas possible pour tout le monde, trouver d'autres règles qui donneraient une certaine logique. Voilà. Je peux ajouter quelque chose par rapport à votre situation de dirigeant. Une des erreurs communes, c'est de se payer en dernier. Pourquoi? Parce qu'on essaye de sauver son entreprise. Et puis, du coup, je vais me serrer la ceinture en premier. C'est beau, c'est noble. Et si on a des ressources ou de la trésor perso, pourquoi pas? Si on n'a pas de trésor perso, c'est une erreur. Il y a une phrase que j'aime beaucoup en anglais, The Queen eats first. Et donc, ne vous oubliez pas. À la limite, utilisez les gains de trésorerie que vous faites pour vous assurer votre minimum de revenus. Parce que si vous flanchez, alors c'est toute entreprise qui peut flancher. Donc vous devez vous garder en bonne santé, y compris financière. Et comme on n'a pas d'indemnisation quand on est dirigeant, ça veut dire oui que vous allez prendre dans la trésorerie de l'entreprise ce qui est nécessaire. Donc ça, c'est un conseil un peu atypique. C'est pas politiquement correct. Peut-être, je dis encore une fois, si vous avez la trésor perso, c'est différent. Si vous dépendez de vos revenus, des revenus de votre entreprise qu'elle vous verse pour votre rémunération de dirigeant, vous devez vous payer. Alors, sur la question du chômage partiel, ma compréhension, c'est que c'est vous qui continuez à payer les salariés et qui déclarez un chômage partiel que l'URSSAF prend en charge. Et ce que j'ai compris, c'est que c'est 84% d'habitude, mais c'est 100% dans le cas du Covid. Donc, c'est une mécanique qui porte sur votre trésorerie à vous et qui est déclaratif. Donc, ça doit être encore… je pense que la déclaration doit être sur URSSAF, j'imagine. Et ce que je lis là, c'est Saba qui nous a envoyé ça. Dans le communiqué de presse du ministère du Travail, il y a 30 jours pour déclarer l'activité partielle. Et donc, du coup, on peut faire ça de manière rétroactive. Et les 100%, ils avaient annoncé que c'était la limite de 4,5 fois le SMIC, alors qu'avant, c'était un truc qui était assez réduit. Alors, je crois qu'il y avait aussi une question sur la différence entre le chômage partiel et le chômage technique. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Pour moi, c'est la différence entre, d'un côté, c'est l'entreprise qui supporte le coût et qui se fait rembourser, et de l'autre côté, quelqu'un qu'on va mettre au bon soin de Pôle emploi. Temporairement, parce qu'on a un incident technique sur une machine ou une incapacité technique à produire. Ok. Bon, donc on va peut-être passer au juridique et correspondance type. Alors la première question, c'était: un entrepreneur bénéficiant de droits ACEDIC peut-il obtenir une prolongation de ses droits?
Voilà. Ça, c'est très pointu et je ne pense pas qu'on ait la réponse à cette heure-ci. À moins que quelqu'un ici ait déjà fait l'expérience. Pôle emploi en ligne. Ok. Alors après, il y aurait aussi besoin d'infos pratiques sur les reports de loyers, de charges et des locaux de l'entreprise. Alors ça, on va le mettre dans le thème juridique correspondance type et on va en parler juste après. Parce que je pense qu'on a fait le tour sur les formalités administratives. Ouais. Tristan, tu vois d'autres choses? Là-dessus. Ok. Joe, tu veux enchaîner sur le thème juridique et correspondance type? En fait, sur les correspondances type, on a besoin de communiquer. En fait, à la fois quand on a des créances à échéance qu'on ne pourra pas payer, il faut prévenir qu'on ne paye pas et dans quel cadre. Donc, à part ce qu'on peut négocier éventuellement directement avec ses créanciers, comme on fait. Même chose pour la banque, quand on a des prêts qu'on ne va pas rembourser. Est-ce qu'on écrit à la banque? Est-ce qu'on n'a pas besoin d'écrire? Est-ce que c'est automatique? Est-ce que je bloque juste les prélèvements et que ça passera comme ça? Même chose pour les salariés, comment je les informe de ce qui va se passer, s'ils ont été mis au chômage partiel ou pas, combien, comment, éventuellement, alors quand on n'a pas beaucoup de salariés, répondre aux demandes de chacun individuellement, c'est possible. Pour d'autres, ils sont en train de communiquer à un ensemble de salariés. Quand on en a 50, 70 ou 100, c'est pas pareil. Donc, qu'est-ce qu'on leur dit? Qu'est-ce qu'on informe? Est-ce qu'on peut le faire par écrit? Comment? Combien? Donc, on a toute une série de questions auxquelles on va essayer de préparer éventuellement des réponses pour ceux qui le souhaitent. Et encore une fois, on va essayer de compiler des questions types pour lesquelles on va essayer de trouver des courriers. Et notamment, cette notion de loyer avec un différé de paiement. Donc, il a été annoncé qu'on peut ne pas payer son loyer pendant un moment. Il semblerait, j'ai un document un peu plus officiel depuis ce matin, qui dirait que ça ne s'applique pas forcément à tout le monde et qu'il faut voir, en gros, que c'est les entreprises qui ont été impactées d'une façon certaine dans leur activité qui pourraient demander le report de loyer, mais quand l'impact n'est pas encore mesurable ou effectif, que ce report ne serait peut-être pas accepté ou justifié. Donc tout ça, on est encore dans des zones un peu floues. Mais l'idée, en fait, sur cette partie correspondance et lettre type, c'est qu'est-ce que je fais? J'écris, j'écris pas. J'écris de quelle façon? Informel par mail ou formel par courrier recommandé s'il le faut. Ça, comment faire référence au texte, aux mesures qui sont prises à l'état d'urgence, ou est-ce que je le fais en deux temps pour dire, voilà, pour l'instant, je mets en stand-by, mais on ne va pas aller au contentieux, le temps de voir comment les choses vont s'éclaircir et d'ici 2-3 semaines, un mois. Ok. Donc là, il y aura des ressources disponibles dans la boîte à outils qu'on est en train de mettre en place. Et donc, si vous avez, vous, avancé, si vous avez déjà un exemple de lettre type que vous avez utilisé ou que vous avez l'intention d'utiliser, vous pouvez contribuer. Ça ne veut pas dire que c'est la bonne lettre pour tout le monde en toutes circonstances. Ça veut dire que c'est des outils de réflexion, des outils dont il faut mesurer la portée juridique avant de les utiliser, mais ça veut dire aussi que ça fait gagner du temps à tout le monde. Donc, envoyez-moi cela à eugenie+crise@ordono.com. Je vais le publier maintenant. Par ailleurs, dans ce thème-là, n'hésitez pas à nous poser les types de documents que vous aimeriez voir, les types de courriers dont vous auriez besoin pour qu'on puisse réussir à faire une mutualisation de toutes les demandes sur ce point de vue. Et donc, vous avez le mail d'Eugénie pour les questions. Moi, j'ai une petite demande personnelle. Non, pas pour les questions, pour les documents.
Mon email. Mettez vos questions sur le groupe chat, mais envoyez-moi les documents sur mon email. Ouais, je suis désolé, je remonte la question là, de Priscilla et d'autres personnes là, sur le fait que l'entreprise peut-elle compléter les 16% net restants afin que les salariés ne subissent pas de baisse de revenus. Alors, oui, à ma connaissance, dans ma compréhension, donc à creuser, l'entreprise peut compléter. La question d'après, c'est faut-il qu'elle le fasse? Ma réponse est non. Pourquoi? Parce que même si c'est généreux, et bien entendu, il y a toujours du cas par cas, il y a possiblement des gens dont il faut faire le soutien. Encore une fois, on a tous des salariés qui sont plus fragiles que d'autres, d'accord? C'est un moment de… ma réponse est non, parce que c'est un moment d'épreuve collective. Donc, hormis exception, ma recommandation, ce serait que on ne complète pas les 84% du net, d'accord? Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire une avance sur salaire ici ou là, mais que ça ne soit pas un système automatique pour tout le monde. Et je n'ai pour l'instant pas d'exemple d'entreprise, si vous en avez, ça m'intéresse, qui ait décidé de compléter. Ouais, il y en a certainement, mais je pense que ce qui est important d'avoir en tête, c'est que la survie de l'entreprise, c'est le bénéfice de tout le monde. Donc, prenez bien soin à prendre en compte qu'on risque de rentrer dans une crise profonde. Et une crise profonde, vous serez content d'avoir gardé quelques milliers d'euros de plus. Ça peut faire la différence à tout moment. Donc, évidemment, c'est certainement quelque chose qui est à tempérer avec le fait que certains salariés sont déjà au niveau du seuil de pauvreté et qu'on ne peut pas les mettre en dessous. Donc, c'est clair que pour les plus bas salaires, il y a des questions qui se posent. On voudrait vraiment que vous ayez en tête qu'on est dans un truc qui peut durer longtemps. On est dans une crise qui ne va pas juste faire 15 jours et après c'est bon. Dans 15 jours ou un mois, ils vont lever le confinement sans doute, mais on sera au début de la galère. Sachant qu'il est évoqué également la reprise régulière du confinement, parce que si on lâche le confinement, il risque d'y avoir des répliques de l'infection. Et donc, j'ai vu un article de personnes ayant effectué des simulations et qui envisageaient une reprise régulière du confinement pour éviter les répliques. Et en termes, si vous voulez, de théorie des organisations, psychologie des organisations, je vous rappelle qu'on est dans un système qui s'appelle on doit faire le principe de précaution et ça impacte toutes les décisions. Et le principe de précaution, c'est de dire si jamais on risque quoi que ce soit, on fera non, on fera pas. Et d'autant plus que c'est pas, il y a une asymétrie entre celui qui prend la décision et celui qui la paye. Quand on décide de fermer un supermarché, l'État, il a juste une signature à faire. Après, éventuellement, il aura peut-être à aller emprunter de l'argent sur les marchés pour pouvoir dédommager les gens qui ont été mis en danger par ça. Mais ils ne sont pas en train de se poser la question à chaque fois, comme vous êtes en train de le faire, qu'est-ce que ça va me coûter de le faire? Donc, il est très probable que toutes leurs décisions soient toujours dans le sens du principe de précaution, comme c'est le cas depuis le début de cette crise. Et donc, je ne suis pas très optimiste sur la capacité à réaliser très vite que, oulala, ce n'est pas nécessaire, cet arrêt de l'économie n'est pas nécessaire et on peut faire sans. Je n'imagine pas qu'on aille dans ces directions. Moi, j'ai un point à rajouter en fait sur l'attitude à avoir vis-à-vis de ces salariés de façon générale. Il y a la partie financière.
il y a beaucoup d'études qui ont montré que chacun est capable d'absorber à peu près une baisse de revenus de 20%. Au-delà, c'est peut-être plus difficile, mais 20%, on peut s'adapter et on peut éventuellement absorber cette différence de revenus. En revanche, ces moments sont des opportunités assez cruciales, je dirais, pour montrer qui on est en tant que, entre guillemets, patron. Les salariés sont beaucoup plus sensibles à un coup de fil personnalisé, à de l'empathie, à s'assurer qu'on veille à leur bien-être de façon générale, que éventuellement on a tout payé ou pas tout payé. La façon de l'expliquer est aussi très importante. Et puis n'oublions pas que tous les salariés ne sont pas dans la même situation. Sans vouloir dresser un tableau noir, n'oubliez pas qu'il y a des salariés qui vont avoir peut-être des proches qui vont être malades, dans des situations graves, voire même des décès dans leur famille, des besoins qui vont être à anticiper. Donc, je dirais montrer plutôt du soutien et plutôt personnalisé que appliquer une règle qui va épuiser les ressources financières, mais ne pas pour autant améliorer vos relations ou la perception qu'ils vont avoir de vous et de l'entreprise. Donc, le bonjour, comment ça va qu'on fait tous les jours, en fait, à distance, ça va être beaucoup plus compliqué. Et le faire avec chacun, chacune, plusieurs fois par jour ou plusieurs fois par semaine, ça va être une vraie discipline. Et ça fait partie des quelques outils. J'essaie de compiler quelques recommandations sur cette thématique. En fait, comment faire la différence entre l'isolement qui est physique et la solitude qui est morale, et comment on peut être un anti-solitude, en fait. Et la réponse financière n'est pas forcément la meilleure ou la seule solution. C'est toujours la même histoire, hein. Vous avez tous eu à Noël une vieille tante qui s'était pas préoccupée des cadeaux de Noël et qui décidait de vous mettre un billet de 200 € dans une enveloppe. La première fois, ça vous fait plaisir, hein, mais les fois d'après, vous dites décidément, elle s'en fout de moi et on ne sait même plus ce qu'on a fait avec ces 100 €, quoi. On a fini par les bouffer à la cafétéria jour après jour, quoi. Donc, prenez soin de vos collaborateurs et ne vous défaussez pas en leur envoyant de l'argent. Bonjour. Ok. Oui. J'avais juste une petite question, peut-être un peu en rebours par rapport à tout ce qui se passe, et j'aimerais quand même la poser parce que Vas-y. c'est principalement là pourquoi je suis. En fait, je pense que tout le monde n'est pas forcément dans la même situation. Alors, bien évidemment, quand on a quelques mois de trésorerie, on se pose tout de suite la question. Mais je pense qu'on n'est pas tous dans la situation d'avoir quelques mois de trésorerie. Ma première question est la suivante. Est-ce que on doit jouer avec tous les dispositifs dans lesquels ils sont, c'est-à-dire commencer à emprunter à des taux intéressants, commencer à pas payer ses charges, enfin faire à peu près tout ce que fait. Et donc ça, la question derrière, c'est alors je veux bien qu'on se pose la question, enfin qu'on protège nos propres intérêts, mais si on fait ça, en fait, ça va pas être sans fin, quoi. C'est-à-dire que l'État, à un moment donné, enfin, s'il n'y a plus d'argent, qui viennent de débloquer 40 milliards pour des prêts, enfin des garanties 45. de prêts, 45 pour des garanties de prêts, au bout d'un moment donné, enfin, c'est engendrer une autre crise qui va être beaucoup plus violente que celle que nous, on peut connaître. Donc, ma première question, c'est est-ce que dans une situation où on n'est pas à quelques mois de trésorerie, est-ce que, comment dire, c'est pas une solidarité de se dire, ben, moi, je vais payer. Voilà. Ça, c'est ma première question. Quel est votre avis par rapport à ça? La deuxième question, c'est, alors moi, je promeux un peu un autre type d'entreprise. Et nous, ce qu'on a fait, enfin, ce que j'ai fait en l'occurrence, c'est que bon, on est transparent sur tous les salaires, enfin sur tous les sujets, financiers notamment. Et pour la stratégie de savoir ce qu'on fait, j'ai posé la question à tout le monde en fait pour échanger. Donc j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Ouais. Quel est de mon point de vue le sujet d'une décision collective vs une décision individuelle et unilatérale d'un patron? Ma troisième question, et pour finir, c'est aussi le sujet de se dire est-ce que faire des coupes, enfin, est-ce que c'est pas notre rôle aussi de patron d'essayer de trouver une réponse collective et pas une réponse unilatérale de dire par facilité je mets tout le monde en chômage technique ou en chômage partiel. Ça envoie un message quand même super négatif auprès des collaborateurs. Enfin, moi je trouve que c'est. Ok. Enfin Alors, voilà.
Donc, sur les 3 questions que tu poses sont très importantes. On a évoqué un certain nombre la dernière réunion, mais c'est important de les rappeler. Le premier point, évidemment, les 300 milliards d'euros que l'État met pour garantir les prêts et les 45 milliards pour l'instant que l'État a mobilisé dans son budget pour sauvegarder l'emploi et les entreprises, évidemment, ça se met en plus dans l'enveloppe de tout ce qu'il y aura à payer plus tard. Donc, il n'y a aucun doute là-dessus. Tu parles de la question de notre responsabilité. Notre responsabilité, c'est d'être le plus fort possible pour que quand les crises arrivent, on puisse protéger le plus grand nombre. Donc, aujourd'hui, protéger le plus grand nombre, c'est protéger nos collaborateurs et c'est le faire dans la mesure de nos capacités pour pouvoir faire ça sur le long terme de manière durable. Si c'est juste faire un chant du cygne pendant 6 mois et puis après leur dire désolé, j'ai fait tout ce que j'ai pu, vous avez vu, mes poches sont vides, au revoir, on aura quelque part le sentiment d'avoir échoué. Donc, du coup, l'exercice, et je reconnais, très compliqué. Hein. Ma compréhension de la chose, c'est qu'on n'a pas la main sur la décision publique telle qu'elle est prise actuellement. Donc, on a des décideurs qui eux-mêmes n'ont pas la main. Ils sont pris dans un système qui leur donne en fait, quelque part, ils n'ont pas trop le choix sur les décisions qu'ils peuvent prendre parce qu'ils sont pris par des grands principes qui sont notamment, je vous dis, le principe de précaution, etc. Donc, est-ce que ça va changer quelque chose de ne pas se constituer la trésorerie la plus forte possible? Ça ne changera rien. Est-ce que c'est important que les plus qualifiés d'entre nous, et donc j'imagine que vous en faites partie, mettent la main sur le plus de ressources possible pour en faire le meilleur usage possible? Et le meilleur usage, c'est évidemment, on vous connaît, autre chose que d'aller faire la fête, c'est de le mettre au travail et de faire en sorte qu'on puisse répondre au plus de besoins possibles autour de nous. C'est comme ça que je le vois. Évidemment, c'est toujours une question d'interprétation. Sur la question de la décision collective, c'est toujours plus efficace d'avoir une décision collective. Pour autant, tout le monde à un moment ou à un autre se retourne vers vous pour savoir comment vous tranchez. Donc, que la décision soit collective est très important, qu'une décision collective qui ne serait pas en accord avec ce que vous auriez fait soit un signal. C'est un signal que soit vous n'avez pas suffisamment d'infos et que vos collaborateurs ont trouvé d'autres, ont un ensemble d'informations qui les amènent à une décision qui est mieux que la vôtre. Et il faut comprendre qu'est-ce qui vous manque comme info. À l'inverse, ça peut aussi être qu'ils n'ont pas toutes les informations que vous avez et du coup, comment est-ce qu'on les leur fait passer? Mais j'ai un petit point là-dessus parce que j'ai compilé, en fait, j'ai 2 articles, je vais essayer de les poster sur la décision, la prise de décision collective. Ce qui est plus important que la décision collective, en fait, c'est le débat collectif. Ça, c'est quelque chose de plus fondamental. Et la pire des décisions collectives, c'est celle qui se fait par la majorité ou le consensus où tout le monde lève la main sans débat. Donc, il est plus important d'avoir un vrai débat parce que ça fait comprendre quels sont les enjeux. Et à la fin, il faut effectivement ou convenir d'un processus de décision, ou on attend souvent d'un patron ou d'un leader de façon générale de pouvoir trancher ou prendre une décision, qu'elle soit définitive ou temporaire, et continuer le débat. Donc, pour ceux que ça intéresse, toujours impliquer les gens dans la réflexion parce que sinon, toute décision annoncée unilatérale et surtout dans notre culture française, sujette à critique en premier. Donc, on n'essaie même pas de comprendre, on essaie de voir la faille et de critiquer. Impliquer les gens dans la réflexion, ça permet probablement d'apporter des inputs intelligents ou pertinents qu'on pourrait prendre en compte et surtout d'engager les gens pour leur montrer ce que c'est cette responsabilité qu'on a dans des décisions qui peuvent être sûrement imparfaites et extrêmement critique.
Voilà. Jean-Christophe, à toi. Oui, alors donc pour finir sur la responsabilité qu'on a, c'est pour ça que Patrick, la dernière fois, vous précisez que quand on regarde qui on paye et qui on ne paye pas, il faut être très, très, très conscient de son écosystème. Il faut être très conscient des risques qu'on fait porter à l'écosystème dans lequel on vit. Donc, il y a des gens qui risquent rien, l'État français, les URSSAF, d'une certaine façon les banques, parce qu'il y aura toujours l'État français derrière, etc. Il y a des gens qui vont souffrir terriblement. Eux, il faut essayer de les préserver autant que possible. Il faut donc avoir un traitement différencié entre les uns et les autres. Je dirais que c'est exactement la même chose vis-à-vis de vos collaborateurs. Il y a un traitement différencié qui est nécessaire. Ok, très bien. Ben, on arrive à Alors, Patrick va nous parler des dispositifs d'obtention de financement, donc c'est du thème dispositif d'obtention de financement. Ok. Première chose, vous allez trouver sur YouTube, et le lien est dans la boîte à outils, ou sera dans la boîte à outils, une interview de Anne Guérin, qui est directrice exécutive de BPI France, qui décrit les deux types de prêts qui sont en train de mettre en place, le prêt Atout et puis l'autre, dont j'ai oublié le nom, pardon. Et donc, vous avez déjà en quelques minutes l'essentiel de la vision de BPI France du sujet. BPI France a visiblement été choisi comme le point de mobilisation par l'État pour le financement. C'est-à-dire que les banques vont recevoir des garanties supplémentaires et BPI France a déjà fait un effort automatique en reportant de 6 mois toutes les échéances des prêts que vous avez pu souscrire directement auprès de BPI. C'est la première chose. Deuxième chose, vous êtes nombreux à nous avoir dit « j'arrive pas à les joindre ». Alors, c'est normal. Pour ceux qui ont l'habitude de parler avec nous de ces sujets-là, vous savez qu'on vous a recommandé d'avoir toujours une relation personnelle avec votre chargé d'affaires, bancaire, BPI France y compris. Alors, ce qui se passe, c'est que depuis lundi, ils ont mis en place une organisation du travail où les salariés de BPI France viennent travailler un jour sur 2. Et ils ont interdiction de se croiser. L'objectif étant de garder toujours la moitié des effectifs du réseau, les gens de terrain, d'accord, actifs, de façon à ce que si des salariés, et ça nous arrivera à tous, se retrouvent malades, la structure elle-même ne soit pas immédiatement contaminée en totalité. Je pense aux directions régionales, je pense aux différents bureaux de BPI. Ce qui veut dire que c'est plus dur de les joindre. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas leur laisser des messages. Plusieurs de nos clients ont le numéro de portable de leur interlocuteur BPI France. Ça se prépare. C'est un travail de longue haleine de garder le contact avec les fournisseurs que sont les banquiers à un niveau perso. Si vous ne l'avez pas, le numéro de téléphone mobile de votre directeur d'agence ou de centre d'affaires, c'est un peu trop tard, mais gardez-le en tête pour la prochaine fois dans le long terme. Et donc, par rapport à BPI France, il y a un numéro d'appel. Et il y a surtout un site internet sur lequel vous pouvez vous loguer. Si vous n'avez pas vos identifiants BPI France, c'est l'occasion d'en demander. D'accord ? Et de vous créer un compte au nom de l'entreprise BPI France. Bon. Ça, c'est sur l'aspect point d'entrée et c'est à faire de suite parce que, bien sûr, les dossiers seront traités dans l'ordre d'arrivée. Donc, ceux qui ont déjà agi depuis lundi seront traités avant ceux qui agissent aujourd'hui. Mais ceux qui agissent aujourd'hui seront traités avant ceux qui agiront la semaine prochaine. Donc là, vous avez clairement une motivation forte pour être parmi les premiers à intervenir. Ensuite, vis-à-vis de vos banquiers, donc ils peuvent être aussi difficiles à joindre pour plein de raisons, notamment le fait qu'ils sont ou pas malades, ils sont ou pas présents au bureau.
essayez, renouveler des emails, des coups de fil, et essayez de monter dans la chaîne hiérarchique. Bref, essayez de leur demander quel est le format dans lequel vous devez faire votre demande. Vous verrez dans la boîte à outils, on a des choses qui arrivent, notamment des choses qui arrivent depuis certaines banques, dans lesquelles les entrepreneurs de l'écosystème Melsion font remonter les réponses qu'ils reçoivent de leurs banquiers. Ça peut vous aider. Mais globalement… À ce propos, n'hésitez pas à nous faire parvenir tout ce que vous pouvez avoir sur ce sujet. Vous l'envoyez à l'adresse d'Eugénie, eugénie+crise@ordono.com. Ça sera répercuté à tout le monde. C'est une bonne façon de contribuer. Voilà. Donc, après, il faut regarder finement. Là, on a un client qui est remonté vers nous. Il a appelé la première des banques sur laquelle il a réussi à joindre. C'est celle qui a le plus petit volume de prêts. Donc, il a une échéance de 4 000 € par mois sur un total de dette d'environ 1 million d'euros. Donc, vous voyez, c'était vraiment celle à qui il restait presque plus rien. Et son banquier lui a gentiment dit, écoutez, je préférais vous faire une facilité de caisse si vous avez besoin de trésor, mais je ne m'en vais pas monter un dossier pour 4 000 € par mois de report d'échéance sur 6 mois. Sous-entendu, laissez-moi travailler sur les cas les plus gros. Et donc, vous aussi, utilisez la technique des grosses pierres. Vous commencez par ce qui pèse le plus lourd dans votre prévision de trésorerie. D'accord ? Donc, ce n'est pas la peine de commencer par les petits prêts, commencez par les gros prêts. Hein ? Et quand vous aurez obtenu les gros prêts, bon, vous verrez si vous avez encore du temps pour gérer ça ou si vous passez à une autre phase de la gestion financière de l'entreprise. Je me résume. Contactez vos banques le plus tôt possible. Créez un identifiant BPI France si vous n'en avez pas encore. Si vous en avez un, essayez d'accéder au site. Pour info, tous les sites sont saturés, bien sûr. Donc, il y a eu un conseil d'entrepreneurs remarquable qui est passé dans le fil, je ne sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure. Il dit les sites fonctionnent mieux la nuit. Ben oui, les sites fonctionnent mieux la nuit. Donc ça, c'est… Bon, désolé pour votre prochaine nuit de mercredi à jeudi, elle sera un peu occupée. Mais c'est une bonne piste. Parce que là, pour le coup, ça peut mieux fonctionner sur des horaires en dehors des heures de bureau. Troisièmement, faites un état de vos prélèvements et de vos prêts en cours et commencez à essayer de repousser les échéances de 6 mois, puisque ça a l'air d'être facile, de 6 mois sur les prêts les plus gros. Voilà. C'est un peu ça les 3 conseils d'urgence, et puis on y reviendra dans la boîte à outils lorsqu'on aura vos remontées à tous et puis les remontées de l'écosystème pour savoir comment agir. Je trouve qu'ils sont super les banques en ce moment. Hein. Donc, n'oubliez jamais de leur dire merci. Merci d'être là, merci d'être au bureau. Et en tant que chef d'entreprise, c'est bon de pouvoir compter sur eux. Hein. Il y a un aspect humain, il y a un élément humain qu'il ne faut jamais oublier dans sa relation. Ça vaut des gros mastodontes. Au bout du fil, au bout de l'email, il y a un être humain. Je vais ajouter un autre point comme élément dans votre prise de décision. Les tribunaux sont fermés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne vous mettra pas en dépôt de bilan. Ça veut dire aussi que vous ne pourrez pas mettre des clients qui ne payent pas en dépôt de bilan. D'accord? Donc, on est dans un moment où tout est en suspension. Et donc, tout ce que vous faites, quelque part, on attendra 2-3 mois, voire même probablement septembre, avant de commencer à traiter le sujet. Donc, tout ce que vous faites, si vous pouvez le réparer avant septembre, globalement, ce n'est pas grave. Et évidemment, quand je dis si vous pouvez le réparer, si vous mettez quelqu'un en faillite et qu'il est obligé de faire une boutique, ce n'est pas réparable. Mais si c'est des gens que vous allez devoir payer au calendrier grec, c'est possible. Je voyais sur le chat la question de si on reporte la TVA et les charges patronales, c'est quoi les délais pour repayer derrière? Tristan l'indiquait tout à l'heure. Historiquement, quand vous alliez voir la commission des chefs de services financiers, vous en sortiez avec 24 à 36 mois d'étalement. Plutôt 24, hein. 36, c'est très, très, très rare. 36, c'est avec garantie personnelle du dirigeant et en pratique, 24, c'est sans garantie personnelle du dirigeant. Donc, en pratique, c'est plutôt 24.
Donc, et on a des cas de dirigeants qui l'avaient fait 36 sans garantie, mais ça avait beaucoup surpris. Donc, c'est pour vous donner la norme avant crise. Donc, la norme après crise, bah, on ne sait pas et vous allez être tellement nombreux que les questions ne vont pas se poser comme ça. Et je vous dirais que d'une certaine façon, tant que l'État arrive à se refinancer à 0%, il ne fera pas gaffe. Mais ça, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Ok, qu'est-ce qu'on peut voir maintenant, Patrick? Tu avais fait le tour? Je pense que c'est le tour. Il y a une question que j'ai vue dans le fil sur les demandes de trésorerie. Oui, on peut demander des facilités de caisse. Donc, si vous en avez besoin, pourquoi pas. Je vous rappelle juste que les impacts trésorerie sont très rapides. Si vous arrêtez de payer une partie de ce que vous payez normalement, notamment les charges sociales, patronales, les impôts, les taxes, les remboursements d'emprunts si vous en avez, éventuellement le loyer, éventuellement certains fournisseurs que vous négociez de passer de 30 jours à 90 exceptionnellement, vous allez vous retrouver avec beaucoup de trésor. C'est mathématique. Hein, Donc, la facilité de caisse, elle n'a de sens que si vous êtes déjà dans une situation super dégradée. Ce qui est le cas d'un certain nombre d'entre nous. Hein. On ne rentre pas tous dans la crise avec le grenier plein. Alors, quand on rentre dans la crise avec le grenier plein, c'est plutôt une occasion de chercher les opportunités qui vont immanquablement arriver. Il y a un volet opportunité, on en parlera. Mais si vous êtes grenier vide, alors oui, facilité de caisse. Si vous avez un plan de trésor révisé, même grossier, qui vous montre que vous vous retrouvez avec plusieurs centaines de milliers, plusieurs millions, plusieurs dizaines de milliers de trésoreries, ça dépend de la taille de l'entreprise et de son flux habituel, ce n'est pas nécessaire d'aller chercher une facilité de caisse. Gardez votre énergie pour demander autre chose. Voilà. C'est la seule chose que je rajouterai pour l'instant, mais on y reviendra. Je voudrais rajouter sur ce point-là, Patrick, une question qui revient, c'est combien demander et comment dimensionner en fait ce qu'on peut emprunter à la banque. Merci Joe. Il y a un des dispositifs qui est mis en place en fait, c'est le financement du besoin de fonds de roulement, qui est quelque chose que les banques ne financent pas habituellement. Et là, il est proposé peut-être un prêt qui sera plutôt moyen terme, peut-être à 3 ans, sur le besoin de fonds de roulement. Pour le besoin de fonds de roulement, en dehors de votre plan prévisionnel de trésorerie qu'il faut savoir bien construire, parce que c'est entre encaissement et décaissement, ce n'est pas forcément le chiffre d'affaires moins les charges qui montrent vos marges habituelles. En fait, c'est un peu plus délicat ou un peu plus complexe de construire un plan de prévision de trésorerie sur les encaissements et décaissements, surtout quand on a une incertitude sur le timing de chacun. Ce qui peut être très utile et très précieux, c'est de garder vos factures impayées, que ce soit des factures que vous avez envoyées à des clients qui eux-mêmes ne pourront pas vous payer, mais vous avez au moins un fondement d'un chiffre d'affaires qui pourrait rentrer même de façon différée, et toutes vos factures fournisseurs que vous ne pourriez pas payer ou que vous pouvez éventuellement mettre en différé, qui vous donnent une idée de l'ordre de grandeur de ce besoin de fonds de roulement. Donc ça peut être très précieux pour faciliter aux banquiers de prendre sa décision et vous faciliter aussi comment dimensionner quel est le montant de l'emprunt pour financer ce BFR dont vous aurez besoin. Voilà, il y a des choses qui commencent à émerger des retours que vous nous faites. Hein, donc, notamment, j'en citerai deux. Le directeur financier d'un de nos clients, qui est un homme expérimenté, aguerri, et qui est sur le Zoom, il se reconnaîtra, a fait un calcul de chiffre d'affaires à baisser pour l'année 2020 et à regarder ce qu'il fallait financer par rapport à finalement la non-atteinte du point mort. Et donc, c'est cette somme-là qui semblerait être la somme à demander, évidemment, demander en financement long terme pour pouvoir le rembourser sur la durée. J'ai un autre entrepreneur qui m'a donné une autre approche, je la partage, je ne dis pas qu'elles sont toutes bonnes, hein, mais je la partage, c'est de dire, moi j'ai demandé 3 mois de chiffre d'affaires. Pourquoi ? Parce que
Voilà, donc c'est quand on l'analyse assez subtil et bien pensé. Il est aussi sur le code, je pense qu'il se reconnaîtra. Voilà, des approches qui sont toutes les deux valables. Et j'ai enfin une question qui me taraude et à laquelle je n'ai pas la réponse, c'est et si on en profitait pour demander le maximum et se mettre en situation de ressortir de la crise avec plus de cash qu'on en avait avant d'y rentrer. Ça, c'est quelque chose que je livre à votre réflexion en vous rappelant simplement une règle simple. Hein. Vous pouvez emprunter environ 3 fois la CAF sans difficulté, puisque emprunter 3 fois la CAF, c'est consacrer la moitié de la CAF moyenne historique, en espérant qu'on va la faire, à la charge de remboursement, intérêt principal. Donc un petit coup d'œil sur votre BP révisé et vous vous dites, voilà, ça sera quoi ma CAF des prochains exercices et vous pouvez probablement emprunter 3 fois la CAF. Ce ratio, Patrick, est valable sur un prêt sur 7 ans. Est valable sur 7 ans, merci Tristan. Et probablement avec les taux d'intérêt qu'il y avait à l'époque, c'est un petit peu moins vrai avec la baisse des taux d'intérêt depuis. Enfin... Ça peut descendre sur 5 ans, du coup, avec la baisse des taux d'intérêt. Mais sur le fond, il y a là des pistes intéressantes. C'est soit je vais couvrir mon besoin de trésorerie visible, mais n'oubliez pas qu'on se trompe toujours et qu'on freine toujours trop tard. Hein. C'est vrai pour les accidents de la route et c'est vrai pour les prévisions de chiffre d'affaires des prochains mois. Hein. J'ai des clients qui sont à 8%. Ils étaient à lundi, ils étaient à 70% de chiffre d'affaires. Mardi, ils sont tombés à 8%. Donc, la décélération peut être très brutale et n'oubliez jamais qu'on ne sait pas non plus qui va vous payer. Je peux poser une question? Oui, bien sûr. Vous m'entendez? Oui, c'était concernant, nous on a des boutiques et on nous a obligés depuis samedi soir à fermer nos boutiques. Donc nous on a un robinet qui s'est fermé complètement. Est-ce que vous savez s'il y a des mesures d'indemnisation qui sont prévues? Parce que là, on a un robinet qui, net, s'est fermé. Alors d'abord, deux aspects par rapport à ça. Il y a des choses qui sont en préparation pour les commerces. L'État travaille très très vite. Hein. Les décrets sortent en 48 heures, c'est remarquable. Il y a une équipe à Bercy qui s'est mise au boulot. Il faudra penser à leur dire bravo au passage. Et si on a des copains là-bas, je crois qu'ils ne dorment pas beaucoup. Mais donc on en saura plus d'ici un jour ou deux sur les commerces. Deuxième idée, tout de suite, qu'est-ce qu'on peut faire à distance? La livraison est encore autorisée. Donc, si on a un fichier client, est-ce qu'on peut à ce moment-là travailler son fichier client, offrir des services, offrir des nouvelles dispositions et notamment la livraison? Voilà. En attendant, les principales charges que sont les salaires et le loyer, je pense que vous pouvez arrêter de les payer. Les salaires et les loyers. Salaire, charge, sauf la part salariale des charges sociales. Et probablement, ça fera partie de ce qui est négociable dans les prêts auprès de BPI et autres. C'est ça qu'ils attendent de voir. C'est les gens les plus impactés, c'est ceux qui ont eu, d'après eux, pour eux, 70% de chute du chiffre. Voilà, on est exactement dans ce cas-là. Juste du coup maintenant pour passer à la deuxième partie sur ce thème-là, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont fait appel au système de facteurs que la BPI a commencé à mettre en place? Est-ce que vous pouvez répondre sur le chat qu'on puisse… Facteur, c'est quoi? Ce que tu dis, c'est par exemple prêt avance plus, tout ce qui est apport de trésorerie? Donc, factor, c'est le fait que la BPI a annoncé que quand vous avez une facture, vous pouvez en gros, il rajoute un crédit de trésorerie. Oui, nous on est bénéficiaires de ça. Donc, okay. Nous, on a une ligne avance plus chez BPI d'un montant de 300 000. Ils nous l'ont doublé. Okay. Bon, ils nous ont mis 600 000 et ils nous donnent 180 K de plus de trésorerie. Donc, voilà, on n'est pas obligé de céder les factures. Donc, ce qu'ils nous ont dit, c'est… Alors, du coup, nous, ça nous permet derrière de prendre ces 180 K de crédit de trésor. Ouais. Et on a une activité qui est extrêmement… un peu comme ce que disait, je crois, c'est Cycloïd qui parlait. Il disait qu'effectivement, il
il était impacté. Nous, on a toute une activité qui est liée à la transformation digitale. Donc, on n'est pas du tout prioritaire au titre de la continuité d'activité des entreprises. Ouais. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a la moitié de notre staff qui aujourd'hui est sur le carreau. Donc, on va les mettre en chômage partiel. Et donc, on a expliqué à BPI. Alors, on a eu le directeur territorial, parce qu'on a un contact, qui nous a par contre dit que les banques n'avaient pas anticipé l'afflux. Et donc, de ce fait, il n'y a pas, on va dire, de solution simplifiée pour demander les crédits et les prêts. Donc, nous, on va plutôt y aller en 2 temps, c'est-à-dire on va les prendre, les 180 cas qu'ils nous donnent sur la ligne, sans devoir céder les factures, parce que, bien évidemment, les clients ne continuent pas leur activité, ils sont plutôt en phase de comment ils restreignent, et voilà, donc ils ne vont pas consommer. Nous, on n'est pas prioritaire. Et puis, il y a la partie ligne de crédit confirmée Corona, où là, nous, on a fait le choix de prendre l'avance de trésorerie. Alors non, c'est le découvert garanti à 90% sur 1 an, ce qui nous permet derrière d'avoir ces 2 dispositifs. Et on a laissé en option le prêt à tout, parce que ça nécessite d'avoir une étude au niveau du taux d'endettement, et je ne suis pas sûre qu'à ce stade-là, ce soit quelque chose qu'on peut demander. Donc, on préfère être plutôt rationnel et de se dire qu'on va prendre ce qui est facile à prendre et de voir comment la crise va avancer. C'est tant est qu'on a besoin de ressolliciter les banques. Par contre, les banques n'ont pas anticipé l'afflux, donc ils ne savent pas comment gérer. Il y a un gros disconnect entre ce que la BPI a bossé le week-end et ce que les banques aujourd'hui sont en mesure de faire, parce qu'elles continuent à utiliser le même système avec leur back-office qui mettent 4 semaines à répondre. Donc, je ne sais pas comment ça va réellement se mettre de façon efficace pour nous, même si on a eu l'accord de la BPI. Ça, c'est aussi un sujet. En fait, merci Lila, c'est super précieux comme partage d'infos. Tu me rappelles, en fait, vous aviez déjà un facteur chez BPI qui vous payait les factures et qui était à 300K. Ouais, c'est ça. En fait, on a un marché public. La demande que tu as formulée, c'était sur la base de l'ancien système de facteurs que vous aviez chez eux. Ouais, c'est ça, ouais. 100K. Ouais. Ils ont proposé de l'augmenter, mais comme tu n'as plus de factures qui rentrent, ouais, c'est ça. Ouais. Vous aviez déjà un dossier ouvert chez eux. On avait déjà un dossier ouvert chez eux, et on a aussi un facteur pour la mobilisation des créances court terme, parce que BPI ne s'est pas allé au-delà de ce qu'un facteur sait faire. On a un fonds on a un BFR de 1 million à peu près enfin 1 million sur 2 mois, nos clients payent à 60 jours. Donc, du coup, BPI c'est pas mobilisé ça. Donc, on a préféré panacher, en fait. Donc, on a pris BPI d'un côté pour là où c'est le plus long, parce que c'est la loi d'AI, et donc, du coup, ils prorogent au fur et à mesure, même si le client ne paye pas à 60 jours, du coup, c'est prorogé. Donc, on n'a pas comme un facteur qui nous dit remboursement. La BPI, c'est pas ça, ils ont de l'argent dans les caisses. Mais après, ça dépend des clients. Donc, par exemple, nous, on leur a cédé des marchés publics, par exemple. On a un marché public qui paye à 120 jours, parfois 180. Et là, du coup, ils sont arrivés avec une solution on te donne du cash directement. On mobilise toutes tes factures et on rajoute un crédit trésorerie de 30% du volume mobilisé. Donc ça, c'est intéressant. Le 30%, il est versé sur le compte bancaire ? Absolument. Il est directement, il est là. Donc, nous, on s'est dit, bon, on va prendre ça, on n'a pas besoin de verser, et on va panacher ça avec… Alors, il y a 2 dispositifs. Ils nous ont envoyé un espèce de zip, je peux vous l'envoyer, et dedans, il y a ligne de crédit confirmée Corona, il y a renforcement de la trésorerie Corona. Donc là, il y a tout le dispositif, fonds de garantie, 90% validé. Après, il y a une pleine page qui parle de le cash direct, et puis une dernière page sur le prêt à tout. Donc, ils nous ont envoyé ça et ils se sont plutôt bien mobilisés ce week-end. Par contre, les banques, comme je disais, ils sont un peu à la traîne. Et du coup, là, ce qui me fait vraiment peur, c'est les délais de mise en œuvre de ça. Donc, hier, j'ai appelé le banquier. Aujourd'hui, je vais encore l'appeler l'après-midi. Voilà. Donc là, c'est un disconnect entre la BPI et ce que les banques savent faire. Ok. Merci beaucoup, Lila. Je t'en prie, Joe, je t'avais dit que j'allais me connecter sur ça, et j'ai demandé à ma collaboratrice aussi de se connecter là-dessus. Mais bon, voilà, après, moi, je pense, pour répondre à la question, c'était assez intéressant. Est-ce qu'on ressort plus fort en trésor maintenant qu'avant ? Moi, je pense que
autant prendre le maximum de ce qui nous est offert aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on va en abuser, mais si demain on a régime pain sec, comme personne ne sait, du coup, moi, je suis plutôt d'avis de se dire on va plutôt le faire en 2 temps, pas forcément prendre tous les prêts, parce qu'après la banque va dire non mais vous avez une problématique structurelle, et aujourd'hui c'est pas une problématique ponctuelle par rapport à la crise. Donc, je ne sais pas quel est votre avis là-dessus, mais par exemple un prêt à tout, je suis pas sûre que ce soit aujourd'hui quelque chose qu'on peut mettre dans le délai imparti, dans la mesure où c'est du 1 pour 1. Il faut que ça se lance avec le partenaire financier. Oui, c'est vrai. J'attire votre attention et ça sera dans la boîte à outils. Pour ceux qui sont en région Île-de-France, la région Île-de-France vient de débloquer 1 milliard d'euros pour les PME et les TPE. Donc, c'est BPIFrance qui va le distribuer. Et c'est un prêt prévention qui a un joli nom que j'ai oublié. Mais quelqu'un va peut-être me le redonner sur le chat. Et c'est un prêt qui est à 5 à 7 ans sans garantie du dirigeant. Donc, c'est peut-être pas le prêt à tout qu'il faut prendre, c'est peut-être le prêt régional, qui est plus un prêt, voilà, backup PME, merci, l'intelligence collective. Et donc, du coup, il va falloir hiérarchiser ces demandes. Tout ce qui serait pas lié à une banque est à privilégier, pour les raisons qu'on vient de voir. Après, ce sont des risques supplémentaires. Hein. L'argent qu'on emprunte, il faudra le rendre. La règle, c'est quoi? C'est endettement au maximum en toute sécurité. Et une fois qu'on a dit ça, c'est un travail d'élaborer ce que ça veut dire en toute sécurité, surtout face à un signe noir avec des baisses de chiffre d'affaires brutales et donc probablement des baisses de cash ou de résultats futurs importantes. Mais néanmoins, rappelez-vous qu'il y a une phase, après l'aggravation, il y a la phase du plateau. Après la phase du plateau, il y aura la reprise. Dès qu'on va arriver à la phase du plateau, on va pouvoir commencer à modéliser. Et donc, on pourra commencer à préparer les plans d'action. Il y aura des fonds de commerce à reprendre, il y aura des gens talentueux à embaucher, il y aura des marchés spécifiques nouveaux qui vont émerger, comme toujours. Et donc, avoir de la trésorerie à ce moment-là, et pas seulement juste de quoi survivre, ça peut être un atout. Celui qui aura de la trésorerie à ce moment-là fera son marché. Je vais ajouter un dernier point là-dessus. Vous êtes conscient que quand vous êtes en croissance, pour la plupart d'entre vous, chaque fois que vous faites une croissance, vous avez un besoin de financement qui augmente. Hein, c'est ce qu'on appelle le BFR. Et quand vous êtes en décroissance, en général, ce besoin décroît. Et donc, vous avez un effet de trésorerie. Donc, ne vous laissez pas berner par ça. Avec une décroissance de votre chiffre d'affaires, vous allez avoir naturellement une croissance de votre trésorerie temporaire. Donc, c'est important de le garder et de le renforcer parce que quand vous allez vouloir vous redéployer, vous risquez d'être bloqué par un manque de capacité à financer ce BFR. Oui, à ce titre, pour renforcer le point de Jean-Christophe, il y a beaucoup d'entreprises par expérience qui ne savent pas très bien manipuler ou faire la différence entre un compte d'exploitation et la rentabilité de l'entreprise et les besoins de fonds de roulement générés par des mouvements de trésorerie. Et souvent, ça peut être trompeur d'avoir de la trésorerie parce qu'on pense qu'on se porte bien alors qu'on a juste de la trésor. Et inversement, ne pas savoir construire ces plans prévisionnels de trésorerie, on peut encore une fois sous-estimer ou passer à côté de vrais besoins. Donc, je pense que c'est une bonne opportunité pour faire un bon exercice pour ceux qui ont encore accès à vos comptables entre le compte d'exploitation, votre prévisionnel sur l'exploitation qui va bouger de semaine en semaine en fait, parce qu'il y a des choses qui vont sans doute se réaliser ou pas, et votre plan de trésorerie. À ce sujet, on a la chance d'avoir dans l'écosystème Melsion et très proche de nous Clotilde Pertuis qui est sur le call et qui a proposé avec son email de se mettre à votre service pour vous aider à travailler vos questions de trésorerie. Clotilde, en direct, si tu es d'accord, on pourra peut-être faire un Zoom spécial là-dessus pour les grands principes, bien sûr gratuitement, c'est le sens de l'entraide.
Et je parle dans son nom d'ailleurs. Mais enfin, j'imaginais pas qu'il en soit autrement. Et crie très fort, crie de Clotilde si c'est pas vrai. On fera peut-être un petit zoom spécialement prévision de trésorerie avec non pas un petit pinceau mais une grosse hache pour vous donner les grands principes, comme Jean-Christophe venait de les évoquer en partie. C'est une bonne occasion de passer du compte de résultat à la prévision de trésorerie pour ceux qui n'ont pas ça sous les yeux ou n'ont pas les bons outils. Les entreprises ne meurent pas parce qu'elles font des pertes, les entreprises meurent parce qu'elles n'ont plus de cash. Ok. Il y a encore des tas de choses à dire, mais je pense qu'il faut savoir s'arrêter un moment. On a reçu vos questions. Celles qui n'ont pas été traitées, on va travailler ensemble entre associés Melsion pour essayer de trouver des solutions, des réponses, soit qu'on ait ça dans nos têtes, soit qu'on aille chercher ça chez les autres. Et on va programmer 2 ou 3 réunions avec sur les thèmes spécifiques. Donc, vous pourrez vous connecter sur celles qui vous sont les plus utiles. Et comme ça, on va essayer d'être capable d'épargner votre temps. On sait que vous avez beaucoup de choses à faire par les temps qui courent. Tout le monde n'est pas aussi tranquille que nous. Merci à tous de votre présence. On est ravis de pouvoir vous aider un tant soit peu. Et si vous avez des documents, des avis écrits qui vous sont parvenus de ça et là, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. On les mettra à disposition de tout le monde. On va structurer toute cette information de manière la plus lisible possible et on vous passera ça sous peu. Et voilà. Merci en attendant, n'oubliez pas que la vie continue. Pensez à vos proches, souriez, sortez un peu, prenez l'air. Et avec votre papier, bien sûr. Faites-vous au moins une grande crise de rire par jour. N'oubliez pas ce que disait Jacques Chirac, un chef, c'est fait pour cheffer. Et donc tout le monde vous regarde. Et si vous avez le sourire et que vous expliquez à tout le monde que oui, on est dans un gros grain et on va passer à travers, ben vous soulagez le moral de tout le monde. Merci à tous. Salut à bientôt. Merci. Merci.